Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel opus de Cinéma Anonyme, le podcast destiné aux amateurs de films et cinéphiles amateurs. Dans nos versions swap à tour de rôle, on propose un film à l'autre et on revient la semaine d'après pour en parler. Moi c'est Yann. Moi c'est Seb. Et aujourd'hui on parle de Menace to Society. Salut Seb. Salut Yann. Comment vas-tu ? Ça va mieux maintenant ? Ça fait une demi-heure qu'on se bat avec les chiens de l'immeuble d'en face qui font que gueuler. Aujourd'hui c'est pas point météo, c'est point canin. Ouais. Ouais, mais ça y est, ils sont enfin calmes. Ouais. On va pouvoir envoyer notre film. Oui. Mais avant de faire ça, je voulais dire un petit quelque chose. D'accord. Souvent, je juge un film sur le temps qu'il reste dans ma tête après l'avoir vu. D'accord. Ok. Donc plus il reste dans ma tête, plus il m'obsède un peu, tu vois, et plus je le trouve bon, quoi. Et je t'avoue que depuis que j'ai vu Paris, Texas, j'y pense beaucoup. D'accord. Alors, c'est un film vraiment qui m'a vraiment marqué. Alors, je l'ai vu un peu avant toi, parce que forcément, quand je te l'ai conseillé, je l'avais déjà vu. Ouais. Et je voulais te le partager. Mais c'est vrai que depuis que je l'ai vu, j'y pense beaucoup. Franchement, on en a beaucoup parlé. Si vous l'avez pas entendu, vous pouvez l'écouter, cet épisode. Vraiment, je suis touché profondément par l'histoire en elle-même, touché profondément par tous les personnages et toutes les émotions que nous fait ressentir le réalisateur par les choses que tu as dit toi. Et plus on en a parlé nous, plus ça m'a fait penser que c'est vraiment un film que il rentre vraiment dans mon top des films, quoi. Je l'adore, je sais que je vais le revoir, je sais que je vais l'apprécier encore. Et déjà, je suis content parce qu'on a commencé notre podcast et déjà, je suis tombé sur un film que j'adore vraiment, quoi. Ok. Donc, je suis content. Bon, bah très bien. Tant mieux. Non, il m'obsède un peu, tu vois, j'y pense souvent. Ok. Je revois des scènes, je sais pas, j'ai l'impression de le revivre dans ma tête et c'est trop cool, tu vois. J'adore. Ok. Bon, Voilà. en plus, c'est un film que tu m'as conseillé. Ouais, tout à fait. C'est pas l'inverse. Non, c'est vrai, mais je l'ai découvert pas longtemps avant toi. D'accord. Donc, Bon, bah écoute, j'espère aussi t'en faire découvrir, pas dans le même style, enfin peut-être, mais en tout cas qui te plairont tout autant. ouais, bah, j'en suis sûr. Aujourd'hui, encore un film que je t'ai conseillé, Ouais. qui s'appelle Menace to Society, que j'ai vu, je dirais, quand j'avais 18, 19 ans, un truc comme ça, pour Ok. la première fois. Il est sorti quoi, en 93, il me semble. Hein, Ouais, ça c'est ça. Pour raconter un peu, moi, j'ai eu une grosse période rap, d'ailleurs, une période qui n'a jamais vraiment cessé, même si, voilà, avec des hauts, des bas. C'est vrai. Dans cette période-là, j'étais très axé rap US. Donc, c'est un film que j'aime beaucoup parce que, bon, forcément, il y a des attaches. Et donc, je vais te le faire découvrir. D'abord, je vais faire la petite fiche technique rapide que j'avais déjà faite sur l'épisode d'avant, mais on va la refaire vite fait. Ouais. Donc, c'est réalisé par les frères Hughes, Albert et Allen. Parmi les acteurs, on a Tyrone Turner qui joue le rôle de Kane. On a Laren State qui joue le rôle de O-Dog. Jada Pinkett qui joue Ronnie. On a MC8 qui est donc un rappeur et qui joue AWACS. Et on a Clifton Powell qui joue Chauncey, entre autres. Quelqu'un d'autre à nommer? Ouais, 2. Vas-y. On peut même en citer 3. On peut citer Samuel Jackson, qui apparaît assez rapidement dans le film et qui disparaît tout aussi vite. On a Charles Dutton, qui est un mec qu'on a vu dans plein de films, dans plein de séries. On l'a pas vu dans des rôles principaux, mais c'est un mec qui a roulé sa bosse. Ouais, c'est un mec qu'on a pu voir dans plein de trucs. Et surtout, Bill Duke, et ça, je m'y attendais pas. Et moi, Bill Duke, c'est un mec que je kiffe bien. Ouais. Ouais. Tu le connais d'où ? Je le connais de Predator. Ah, okay. C'est Mac dans Predator, et pas que. C'est Mac dans Predator. Ouais, celui qui a la casquette, celui qui. D'accord. Celui qui sort à un moment donné dans la jungle, qui voit Predator et qui balance avec la Gatling au contact, et qui mitraille dans tout va. Okay. C'est lui, avec son couteau. D'accord. Voilà. Et tu l'as reconnu? Bah ouais, carrément. En plus, déjà au générique rapidement, mais surtout quand il apparaît, il a un physique très particulier, donc on le voit direct et c'était cool. Et en plus, la scène dans laquelle il intervient, c'est une bonne scène. On en reparlera un peu plus tard. C'est vrai, c'est une scène très particulière. Ouais. Qui sort carrément du film, hein, je trouve. Bah, il y en a 2 comme ça. Ouais. Il y a vraiment 2 scènes où il y a vraiment un travail. Bah, on en parlera. Okay. Mais on y arrivera. On verra ça au fur et à mesure de notre petite explication. Très bien. Et pour finir donc la petite fiche technique, la bande originale, il y a donc beaucoup de rap, beaucoup de rap de la West Coast. C'est pas trop mon domaine, moi je suis un peu plus New York et toute la côte est. D'accord. Mais entre autres, il y a MC8, donc qui joue AWACS. Qui joue AWACS, il y a Too Short, il y a Dalench Mob et d'autres sons West Coast. Ouais. Voilà. Bon, première question, toujours la même. Vas-y. Est-ce que tu as apprécié le moment que tu as passé devant l'écran ?
Ouais, ça m'a plu de regarder ce film parce que c'était un petit peu un moment détente, on va dire. Ouais. Pas détente par rapport au sujet du film, parce que c'est quand même des sujets assez durs, mais détente dans le sens où je me suis vraiment retrouvé face à un film des années 90, totalement, sans chichi, sans rien, et qui raconte une histoire. Tout ce qu'il y a de plus simple. T'as ressenti une pointe de nostalgie ou pas? Ouais, un petit peu. Bah, déjà par rapport au style vestimentaire. Ça pue les années 90. Ouais, ça sent les années 90. Les baggy. Déjà, quand il apparaît au dog pour la première fois, qu'il a le caleçon à moitié remonte. Ouais, c'est clair. Donc ouais, c'est une époque. Bon, c'est pas une époque qu'on a connue. On l'a connu cette époque-là, mais on n'a pas connu ce style-là. Oui, et surtout on n'était pas dans le quartier de Watts à Los Angeles. Non, carrément pas. La Californie de cette époque-là, on n'y était pas du tout. Même les États-Unis tout court, on n'y était pas. Mais nous, c'est le sud de la France. Rien à voir. C'est pas pareil. Alors ouais, au niveau vestimentaire, au niveau de la musique, au niveau de tout ça, mais surtout au niveau de l'image. On est vraiment dans le cinéma des années 90, c'est-à-dire avec des images très contrastées, très colorées. En plus, on filme toute la côte ouest. Ouais. Donc il fait chaud, il fait beau, il y a plein de couleurs. Voilà, c'est ça. Mais ouais, donc se retrouver face à un film comme ça faisait longtemps que j'avais pas regardé un film de cette trempe. Est-ce que tu trouvais la réalisation simpliste? Je dirais pas simpliste, je dirais juste sans plus en fait. Il n'y a pas de volonté de dépeindre quelque chose en particulier ou de faire le focus sur quelque chose. On raconte une histoire. Voilà, le film raconte une histoire simplement. Ouais, c'est ça. On suit un groupe de gars. Clairement, le point central du film, c'est l'histoire et pas grand-chose d'autre. Il y a un peu d'effet de style à un moment donné dans deux scènes, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, mais hormis ça, sans plus. On a des réalisateurs ce sont des frères, c'est ça? Qui ont fait le livre d'Eli, je crois, c'est ça? C'est ce que tu disais la dernière fois. Ouais. Dans le livre d'Eli, il y a déjà un peu plus d'effet de style. Ouais, carrément. Il y a un peu plus. On voit que les mecs, ils ont roulé leur boss. Je sais pas si c'était leur premier film ou pas, mais comme on a déjà dit, un film qui raconte une histoire. Très bien. Donc, juste pour prévenir les auditeurs, on va parler de sujets qui sont assez épineux, qui sont difficilement abordables, mais on va faire de notre mieux. On va essayer d'en parler à notre façon et on va sûrement dire des conneries. Ça, c'est sûr, comme toujours. Mais on est aussi là pour ça. On va les dire, on va faire de notre mieux. Et voilà. Est-ce que tu veux aborder cette histoire? La raconter dans les grandes lignes? Alors, dans les très grandes lignes, parce qu'il se passe plein de choses, mine de rien. Alors, on va essayer de faire succinct. Le film commence dans une supérette, on va dire ça comme ça, plutôt dans une petite épicerie, avec deux personnages qui entrent, donc Kane et son pote O-Dog. Tout à fait. Apparemment, dans la scène, il fait nuit. Tous les deux rentrent, ils vont dans une espèce de grand frigo, ils prennent 2 bières, ça se marre, ça rigole. On voit que ce sont des potes qui passent une soirée tranquille. Et au moment de payer leurs 2 énormes bouteilles de bière, on a le caissier, on va dire, qui est un asiatique et qui a sa femme qui est juste à côté de lui, qui les regarde un peu suspicieux, on va dire. Ouais. Ça, c'est un truc qui ne plaît pas à O-Dog. Rapidement, ça commence à s'envenimer au niveau du discours en disant « me regardez pas comme ça, c'est bon, je vais la payer la bière, il n'y a aucun souci ». Et au moment où il paye, il y a des mots qui partent un peu dans tous les sens, ça commence un peu à fuser. Kane essaye de calmer son pote. Et le caissier, donc on va dire le responsable du magasin, dit la phrase suivante à O-Dog « je plains votre mère ». Et là, ça passe pas du tout. O-Dog, il sort son flingue et il abat. Cash. Là, c'est le bazar. Son pote Kane en croit pas ses yeux. La femme du taulier commence à gueuler, part dans l'arrière-boutique. O-Dog, lui, il court à sa poursuite. Et hors champ, il a zigouille aussi. On entend des coups de feu, il la bute. Et là, les deux partent de la boutique. Mais avant ça, O-Dog prend suffisamment de temps pour récupérer la cassette de l'enregistrement de sécurité, qui est un truc important dans le film. Et l'argent dans la caisse. Et l'argent dans la caisse. Et l'argent dans les chaussettes du mec. Et il se barre. Et on a en voix off Kane, qui est donc le personnage principal du film. C'est lui le protagoniste qu'on va suivre tout du long. Dans une voix off, il dit que cet instant-là, ça l'a marqué et que ça allait annoncer un été qui allait être très compliqué. On voit un meurtre gratuit, quoi. C'est ça. 2 meurtres gratuits. En plus sur un coup de tête, c'est-à-dire que tout se passait bien dans la boutique, il n'y avait pas de raison que ça dérape. En tout cas, il n'y avait pas l'intention de la part de O-Dog et encore moins de Kane de faire un braquage. Non, ils allaient acheter une bière, quoi. C'est ça, et ils l'ont payé en plus, il n'y a pas de souci, c'est juste qu'à un moment donné, le regard de l'autre et le petit pic, c'est un truc qui l'a complètement fait péter. Alors, j'ai lu quelque part que la phrase que dit le gérant à O-Dog, donc qui est je plains votre mère. À la base, c'était une autre phrase qui était beaucoup plus raciste.
Mais les réalisateurs, ils ont changé parce qu'ils disaient que le racisme, c'est beaucoup plus subtil que ça. Tu n'envoies pas comme ça des propos racistes. Disons qu'ils trouvaient que c'était un peu trop... pas assez subtil, en tout cas, dans la première version. C'est un des points importants de ce film. Oui. C'est pas le seul, c'est même pas le principal, on va dire. Le principal étant juste la violence à tous les niveaux. Mais le racisme est quelque chose un propos important du film. Ouais, c'est le tout premier en tout cas, parce que quand la femme, elle approche d'eux, ils sentent ce racisme-là. Mm-hmm. Mais encore une fois, c'est très compliqué, quoi. C'est un sujet très compliqué parce que quand t'as deux mecs comme ça qui viennent, qui ont leur style, bien sûr que tu te dis, bon, il va peut-être se passer quelque chose parce qu'ils sont hyper vulgaires, ils leur parlent comme à des merdes, tu vois, donc c'est normal qu'ils soient un peu méfiants, quoi, normal. Mais eux, ils ressentent ça comme du racisme et c'est très compliqué. Et même eux, les gérants qui sont théoriquement des immigrés, eux aussi, ils rentrent aussi dans ce cercle-là de racisme et tout, et c'est assez complexe, mais c'est vrai que le film, il aborde pas forcément le racisme plus que ça, quoi. Ils en parlent beaucoup, être noir aux États-Unis, qu'est-ce que ça veut dire, tout ça. Mais voilà. Surtout dans ce quartier à cette époque-là, parce que justement, on arrive la scène d'après, c'est le générique, et on a toujours avec la voix off de Kane qui parle en disant que le quartier dans lequel il a grandi est un quartier dur. On voit des images d'archives des années 60, 1965 même, si je ne me trompe pas, avec des violences policières sur justement la communauté noire américaine de cette localisation-là, en expliquant que cette situation à l'époque a fait beaucoup de problèmes. Ça a énormément parlé aux États-Unis. Et rien n'a changé. Pas beaucoup n'a changé en tout cas. Il y a beaucoup, c'est malheureusement avec tout ce qu'on voit encore aujourd'hui. 20 ans après, c'est toujours pareil. Et je te dis 20 ans, c'est même pas 20 ans, c'est 30 ans après. C'est 30 ans plus tard, même encore plus que ça. Parce on est plein 30 ans pile poil. Par rapport au film, tu veux dire. Par rapport au film. Parce que quand tu commences à regarder 1965, etc., même encore avant, ça a toujours été très très compliqué et ça l'est encore aujourd'hui. Ouais, c'est clair. Bon, les États-Unis, c'est pas le seul pays. Hein. Non. Malheureusement, c'est un sujet. Non, mais tu peux. C'est un sujet très tu peux vite faire le lien avec ce qui se passe chez nous. Ouais, carrément. C'est différent dans la forme, mais c'est très similaire dans le fond, quoi. C'est exactement ça. Et donc on voit des images de 1965. On va partir dans cette époque-là et on va voir le père de Kane. Il y a rien sur les émeutes qui ont précédé l'année d'avant. Hein. Non, pour le coup, ça je connais pas assez bien l'histoire américaine pour pouvoir en parler. Mais a priori, effectivement, en 1992, il y a eu d'énormes émeutes qui font écho à celles de 65, avec d'énormes violences policières, avec des gens qui sont descendus dans la rue, qui ont gueulé, qui se sont manifestés, qui ont foutu le bordel à juste titre. Et le film, justement, suit cette époque-là et explique de manière un peu implicite le pourquoi du comment, en fait, ce quartier de Watts est tellement violent. Ça part de là. Et donc là, nous, on part en 1965 et on va rencontrer Kane quand il était petit. Alors pas tout à fait. En fait, de 1965, on comprend que à la suite de toutes ces émeutes, le quartier de Watts est devenu un quartier majoritairement peuplé par la communauté noire américaine et que cette communauté-là a été un petit peu délaissée, mis de côté, et que justement ça a engendré derrière de la prostitution, de la drogue, de la violence, et on arrive donc dans les années 70, plusieurs années plus tard, une dizaine d'années plus tard carrément, avec donc la naissance, pas la naissance, mais l'enfance de Kane, qui nous explique sa maison, comment ça se passait, avec un père qui dealait, qui vendait de la cam. Ouvertement. On se retrouve devant une espèce de partie de poker où lui, il vend de la drogue qui rentre dans la baraque avec des camés tout autour. Sa femme, donc la mère de Kane, est une héroïnomane qui n'attend qu'une chose, c'est que son gamin aille se coucher pour s'envoyer un fixe. Et on voit Ken qui, malgré son jeune âge, je sais pas à quel âge il a, il devrait avoir 5 ans, pas plus, je dirais, beaucoup plus, qui parle à tout plein de gars qui sont des dealers, qui sont des mecs qui ont des guns dans la maison, qui sont des mecs pas spécialement fréquentables, mais qui, en tout cas, d'apparence, ne sont pas spécialement fréquentables, mais qui, dans la discussion, ont l'air d'être des mecs qui, mine de rien, ont un minimum la tête sur les épaules. Quand même ils ont des guns et qu'ils les montrent petits, ils les disent non, toi touche pas ça, c'est pas de ton âge, tu devrais rentrer, tu devrais dormir, t'as pas à être ici. Donc on a quand même des mecs qui prennent soin un peu de leurs amis, de leur communauté, on va dire dans une moindre mesure. On verra qu'au fur et à mesure du film, en fait, la violence, elle est à tous les niveaux et que même dans la famille, dans les amis, ça peut être très, très, très compliqué. Et donc voilà, on a cette scène relativement courte, qui dure 5 minutes, où l'on voit une mère au bout de 4 minutes qui est complètement déchirée, et on voit Samuel L. Jackson, donc, qui interprète le rôle du père de Kane, qui lui aussi a l'air complètement décalqué,
joue au poker, et à un moment donné commence à se prendre la tête avec le mec qui est en face de lui, qui apparemment vient de sortir de tôle, et qui lui doit du pognon pour de la cam. Et dans une conversation qui commence un peu à monter, Samuel prend un flingue, commence à le menacer. L'autre en face dit: tu crois que j'ai peur de ton flingue? Il est chaud le mec en face. Hein. Ouais, en fait, ils se connaissent super bien. Et il dit c'est un samedi soir comme un autre. Quoi, c'est ça. Et tu vois que ce sont des mecs qui ont grandi ensemble. Enfin, grandi, en tout cas, qui ont passé un moment ensemble, qui se connaissent par cœur. Voilà, parce que lui, il lui répond. C'est pas genre, lui, c'est le sous-fifre. Non. Et voilà, il lui répond et lui dit: qu'est-ce que tu fais? Arrête tes conneries. Range ton flingue, tu me fais pas peur. Sauf que bon, Samuel, faut pas l'emmerder. Et il lui tire dedans, il le bute dans la maison. Tout le monde est choqué, sauf lui. Sa femme vomit parce qu'elle est déchirée, mais bon, ça n'a pas l'air de trop les choquer non plus. Et le petit Kane, il nous dit qu'en fait, c'était monnaie courante. C'est en tout cas ce qu'il a connu quand il était gamin. C'est la première fois qu'il a vu un cadavre. Mais c'était pas la dernière. Et c'était pas la dernière. Et là, ellipse de temps, on débarque en 93 et le film commence. Il y a aussi la petite scène dehors, je crois, où il tâte le flingue d'un ami à son père. Ouais, c'est ça. De Purnell, le mec qui a toujours veillé un petit peu sur lui. Donc on a une introduction d'un personnage qui est important dans l'histoire, que l'on ne verra plus trop, sauf à la fin, une fois, mais qui aura quand même une aura importante sur le personnage de Kane. Carrément. Et c'est quelqu'un qui aura beaucoup changé dans l'attitude. C'est ça. On va revenir sur cette scène un peu plus tard. Donc, on va essayer de continuer un peu dans le synopsis. Donc après, à partir de là, 1993, là, ça va aller un peu plus vite pour l'explication, parce qu'il y a toute une succession de plein de scènes différentes, donc on va pas rentrer dans les détails. Mais en gros, on commence d'abord par Kane qui est à l'école, donc on voit que c'est un mec qui fait des études, en tout cas un petit peu, à l'inverse de tous les autres. D'ailleurs, on le voit dans le film que c'est un petit peu le seul qui va à l'école, et que justement, ses potes autour de lui l'encouragent, notamment Ronnie, qu'on va découvrir dans pas très longtemps, l'encourage à continuer et à surtout pas lâcher. Ses grands-parents aussi. Donc après la scène de l'école, on voit Kane qui va chez ses grands-parents, c'est là où il habite, puisqu'on apprend également que ses parents sont décédés rapidement. Son père, me semble-t-il, s'est fait buter, et sa mère est morte d'overdose. Et la meilleure solution pour eux, quand ils voyaient que ça commençait à partir en sucette, c'était justement de les confier aux grands-parents. Et les grands-parents, très catholiques, très pratiquants, peut-être même un peu trop, on va dire. Ce sont des persos intéressants. Se sont super bien occupés de Kane, l'ont bien élevé, malgré l'environnement hostile qu'il y a à l'extérieur. Donc ça, c'est pour le cocon, on va dire, dans lequel grandit Kane. On voit aussi dans cette maison, c'est un peu la porte grande ouverte, il y a tout le monde qui rentre, il y a tout le monde qui sort, les gens sont bien accueillis, même si ce sont des petites frappes, les petits caïds ou les dealers du coin, tous sont quand même bien accueillis par cette famille, quoi. Et ils ont quand même un certain respect pour les anciens, quoi. Quand ils viennent, ils essayent de pas dire de gros mots. C'est ça. Alors, c'est un respect, mais c'est aussi un peu une crainte. On voit que quand O'Dog, notamment, rentre dans la maison, lui qui a un langage vachement coloré, on va dire, dès qu'il rentre, il commence à balancer des insultes, et rapidement, le grand-père le regarde, et là, il change de ton. Donc, il y a un respect, mais il y a une crainte. C'est le côté patriarcal du grand-père qui ressort. Et je pense aussi cette figure dans la religion qui essaye d'inculquer des bonnes notions à ses gamins. Des bonnes valeurs. Mais bon, O'Dog, c'est quand même un sacré personnage. C'est un mec, il est extrême. Ouais, il y a une phrase que j'aime beaucoup, il dit O'Dog, c'est le cauchemar des États-Unis. C'est exactement ça. Il est jeune, il est noir, il en a rien à carrer de rien. Ouais. Il est présenté comme ça, c'est vrai. Il est présenté comme ça, et il est effectivement comme ça. Il doit buter un mec pour une bière, il s'en fout, quoi. Il est complètement, il a aucun scrupule, il y a rien dans son regard. C'est ça qui est bien, c'est que c'est l'antithèse de Kane. Kane, il est complètement à l'opposé. C'est un mec, il est relativement droit, mais on verra que malgré ça, l'autre ne change pas. Alors que Kane, lui, c'est un personnage qui va être border, dépasser la limite, revenir, la refranchir. Alors que O'Dog, on sait qu'il est comme ça, il n'en bougera pas, et ça fait de lui un personnage stable. Là où justement dans le film, Kane, c'est un personnage qui à un moment donné va vriller. On va couper un peu le synopsis pour parler d'un thème particulier, mais le thème de l'influence, c'est ça. De toutes les influences, quoi. C'est ça. Et qui tu choisis d'écouter, avec qui tu choisis de passer ton temps, c'est assez récurrent dans le film. Il y a un thème aussi auquel je pense souvent, hors film, mais c'est quelque chose auquel je pense souvent, c'est le libre arbitre. Est-ce que les choix qu'ils font sont conscients, ou est-ce que le libre arbitre est une illusion? Parce qu'en fait, tout ça, ça part du moment où il est tout petit. À ce moment-là, c'est difficile d'argumenter contre le fait qu'il est complètement innocent. Et cette influence-là,
est-ce qu'on peut lui en vouloir quand il arrive à la vingtaine et qu'il bute des gens ? C'est ça. C'est toute la question. C'est une question à laquelle il est très difficile de répondre, quoi. Même au niveau moral, on va devoir après parler de certaines scènes un peu plus loin dans le film, mais qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu passes la ligne ? Il y a des raisons qui sont justifiables, la justice, on va parler de vengeance aussi, et puis quand on vit dans un environnement pareil, la seule règle qui existe finalement, c'est la violence. Ouais, comment tu te sors de ça, quoi. C'est comment tu te sors de ça, mais surtout, jusqu'à quel point ton agissement, finalement, il est légitime. Ouais. C'est un petit peu le truc du film, la violence engendrant la violence. Forcément, à un moment donné, on ne peut pas éteindre un feu comme ça. L'incendie, il est déjà beaucoup, beaucoup trop avancé. Et ces gamins, finalement, ils sont pieds et poings liés à cette situation-là, à cet environnement-là. Ouais. On n'en dit pas plus parce qu'après, on va dévoiler un peu plus le film. Il y a des personnages qui sont des personnages qui ne bougent pas. Alors, on a parlé de Hot-Dog qui, lui, reste, on va dire, violent. Il est comme ça du début à la fin. Il y a d'autres personnages comme Ronnie, par exemple. C'est une fille qui, en plus, est une mère de famille, relativement jeune. Elle a une responsabilité, mais elle est ancrée dans quelque chose de juste, de bon, on va dire. Même si elle a grandi dans cet environnement-là, elle a compris que la violence, c'est pas la solution. Et surtout, il faut pas choisir cette voie-là parce que c'est le meilleur moyen d'y rester. Elle a déjà perdu quelqu'un. C'est la femme de... C'est la femme de Purnell. En tout cas, c'est la mère du fils de Purnell. Son mari étant parti en tôle à perpétuité en plus. Donc elle vit tout seule. Elle élève un gamin toute seule. C'est un peu le personnage garde-fou, on va dire, de Kane. En tout cas, pendant une très très grande partie du film, c'est... c'est sa meilleure influence. Enfin, de notre point de vue, en tout cas. Mais c'est le cas. C'est celle qui le pousse à faire des études. C'est elle aussi, à un moment donné, qui va essayer de lui dire « Là, tu vas un peu trop loin, il ne faut pas que tu déconnes. » Et à la fin du film... En fait, dans son parcours, il va rencontrer... Enfin, il ne va pas rencontrer, il connaît plein de gens. Oui. Et il y a des gens qui lui veulent du bien, d'autres moins. Mais ils ont tous leurs raisons. Et après, c'est juste à savoir qui il va écouter. C'est ça. Alors, désolé, je saute un peu plus loin, mais tant que j'y pense, c'est mieux que j'en parle, parce que sinon je vais oublier. À un moment donné, il parle avec Sharif. Donc, Sharif, c'est pareil, un ami dans leur groupe de collègues qui est très religieux, qui est non violent. Non, c'est ça. Et à un moment donné, il discute et il dit... Toi, c'est facile pour toi. Toi, tu as eu un père qui t'a bien éduqué et qui était toujours présent, quoi. Et qui t'a montré une certaine voie. Donc, pour toi, c'était plus facile que pour moi. Et Sharif, il lui répond, mais toi, tu as tes grands-parents, mais tu décides de ne pas les écouter. Voilà. Même si, après, il n'y a pas une équivalence là, parce que quand tu grandis avec quelqu'un et qu'il t'éduque dès tes plus jeunes années, c'est quand même pas la même chose que quand tu es avec tes grands-parents à l'âge de 18 ans ou je sais pas quel âge il a, quoi. Mais c'est intéressant, cette notion de choix. C'est-à-dire qui tu choisis, c'est ce que j'ai dit au début, mais qui tu choisis d'écouter, quoi. Donc, après l'introduction des grands-parents et donc de la maison de Kane, on suit donc nos deux protagonistes, on va dire, Hot-Dog et Kane, qui vont à une soirée dans une baraque juste à côté, en fait, dans le quartier. Ils vont tous, c'est tous des potes, ils se connaissent tous. Et en fait, à partir de cette scène, on fait la rencontre d'énormément de gens. Donc, ils sont trop nombreux pour tous être pour les énumérer, exactement. Mais effectivement, on peut parler de Awax, qui est un mec un peu plus âgé que eux. Eux, on va dire qu'ils sont presque adultes. On va dire qu'ils n'ont pas encore... ils ont 17 ans. Non, ils n'ont pas... Non, tout à fait. Hot-Dog a 17 ans. Hot-Dog a 17 ans, il n'est pas majeur. On verra plus tard, ça a une incidence dans l'histoire. Kane, lui, a 18 ans. Il est majeur. Awax, c'est un mec qui est un peu plus vieux, mais c'est un mec qui connaît tout le monde. Il connaît énormément de gens. Lui aussi, il deal. On a un autre personnage qui nous est présenté, c'est Chansey, me semble-t-il, qui est là aussi, qui lui est un peu plus dur, un mec un peu plus badass, le genre de gars qu'il faut pas trop faire chier, quoi. On a la présentation donc de Sharif, qui lui est quelqu'un qui, justement, tu disais tout à l'heure, qui est pratiquant. Alors lui, il est musulman, à l'inverse des grands-parents catholiques de Kane, et qui lui aussi, avec son côté religieux, prend soin de ses potes. Il essaie de les empêcher de boire, il essaie de les empêcher de fumer en leur disant que c'est mauvais pour leur corps, que c'est mauvais pour leur tête. Et sans les forcer, mais en essayant un petit peu de les influencer, même s'il se fait bouder par ses collègues. Forcément, il prêche un peu trop, quoi. Ah ouais, voilà. Mais c'est ça, mais c'est ça qui est sympa dans le film. Encore une fois, on a plein de personnages différents et il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup dans le film. Chacun a une personnalité, chacun a un rôle dans le quartier. Il y en a qui deal, il y en a qui guettent, il y en a qui sont plus violents, il y en a qui font pas grand-chose. Ils sont à part. Voilà, parce qu'ils ont un certain statut, ils sont plus âgés, ils ont fait des conneries plus jeunes. Mais chacun a
une relation particulière avec Kane qui le pousse ou pas à faire ou à prendre telle ou telle décision. Tout à fait. Et au fur et à mesure de l'histoire, on a un groupe de personnes qui veulent partir du quartier un autre qui veut y rester. C'est pas qu'ils veulent, je pense qu'ils n'ont pas d'autre solution finalement que de rester. Ceux qui veulent partir, ce sont justement ceux qui ont fait suffisamment de fric pour avoir les moyens de partir. Alors il y en a 2 qui veulent partir au Kansas, me semble-t-il. Il y a Ronnie qui veut aussi se barrer, mais ça on l'apprendra un petit peu plus tard. D'ailleurs on l'a pas encore vu, et c'est la scène dans pas très très longtemps. Ah, la police derrière. On est dans l'ambiance. Mais c'est pas qu'une question d'argent, hein, parce que par exemple quelqu'un comme O-Dog, c'est quelqu'un qui ne pense même pas à partir. Non. C'est sa vie, il est dans sa vie, et lui, en fait... Parce qu'il est dans son monde, là où il est. Lui, justement... C'est son univers, quoi. Ouais, et il peut pas aller ailleurs parce que ça marcherait pas. Ouais. Voilà. Il y pense même pas, en vrai. Bah non. Il baigne dans ce truc-là, ça lui convient parfaitement, et il a sa place. Ouais. On a ensuite une scène, je sais pas d'ailleurs chronologiquement si c'était pas la scène d'avant, je suis désolé, mais on a l'introduction donc de Ronnie. Ronnie, donc, qui est... alors, je sais pas s'ils étaient mariés, mais en tout cas, c'est la mère du fils de Pernell. Et on a aussi l'introduction de Anthony, qui est donc l'enfant de Pernell et de Ronnie. Un gamin qui, lui aussi, doit avoir plus ou moins 5 ans, qui est un bon petit gars. Il fait pas grand-chose, il joue aux jeux vidéo, il va à l'école. Il a un tricycle de gangster. Ouais, exact. Il se balade dans la rue tranquillement, et il apprécie énormément Kane. Et en retour, puisque Kane apprécie bien ce gamin, je crois qu'il le voit d'ailleurs, il lui fait 2-3 petits trucs qui énervent un petit peu sa mère, notamment la manière dont il parle. Elle aime pas trop ça, mais bon, c'est... Mais elle voit l'affection que le petit a pour lui. Et inversement, et que Kane peut lui porter. Et Kane est très proche justement de Ronnie, d'abord parce que c'est donc la mère du gamin et on va dire la femme de son mentor, du mec qui a pris soin de lui quand il était gamin. Sa figure paternelle. On va dire ça. Et maintenant qu'il est en tôle, c'est lui qui prend soin de cette petite famille. Et alors on le voit à chaque fois qu'il va chez eux, justement, en disant je viens juste voir pour savoir comment tu vas, je prends quelques nouvelles. Et en fait à chaque fois il planque du pognon, un peu dans la chambre, un peu dans la salle de bain, voilà, pour qu'il puisse être le plus confortable possible. Et ça, c'est un truc qui irrite un peu Ronnie, en disant qu'elle n'a pas besoin de son fric. Il y a une scène à un moment donné où elle le refuse son argent, mais bon, voilà. On voit qu'ils se tournent autour aussi, ces deux persos. On voit que Ronnie, même si elle laisse pas transparaître quoi que ce soit, elle est assez intéressée par Kane, et inversement. Mais elle voit la bonté en lui, quoi. Elle voit quelque chose qui vaut le coup, quoi. Qui peut être sauvé par rapport à cette situation-là. Voilà, c'est ça. Voilà. Là où d'autres sont peut-être déjà perdus, lui, il a quelque chose, quoi. Mais très clairement. Et surtout, ça se voit aussi dans sa relation avec Anthony, justement. Ouais, c'est ça. Et oui, effectivement, je pense que cette scène arrivait juste avant la scène de la soirée où on retrouve tout le monde dans la baraque. Et on va continuer sur cette scène, on va la terminer en tout cas. À un moment donné, dans la soirée, justement, tous les gars que l'on rencontre dans cette soirée, qui sont tous décrits d'ailleurs dans la voix off, par la voix off de Kane, un par un, avec leurs points forts, leurs points faibles, décident tous de partir à 2 bagnoles dans la ville pour bouger un peu, quoi, pour changer un peu d'endroit. Et donc, on a Kane qui monte avec son cousin dans une voiture, et on a O-Dog qui monte avec Awax et 2 autres gars, ou 3 autres gars. Il y a Sharif aussi qui est avec eux. Nos 2 voitures qui partent. La voiture de Awax a besoin de faire le plein, donc lui il va à la station, et la voiture du cousin de Kane et Kane continue à rouler tranquille, s'arrête à un feu, sauf qu'à ce moment-là, dans la voiture d'à côté, il y a d'autres gars qui débarquent et qui les menacent avec des armes en disant « Descendez de la voiture, sinon on vous flingue ». On a un jeu d'intimidation de la part des mecs armés vers le cousin de Kane, qui gentiment lui dit « Sors de la voiture, mais moi je vais pas me laisser faire, parce qu'il y a un truc qui passe pas ». On voit qu'il prend un flingue sous son fauteuil, et au moment où il va pour le braquer, ça part en couille. La voiture d'à côté ouvre le feu dans la bagnole du cousin de Kane, refroidit Kane, et blesse très gravement Kane, qui gît par terre. La voiture donc se fait voler. Les 2 corps restent par terre, un complètement inerte et l'autre encore en train de respirer, mais c'est assez chaud. Les autres qui étaient en train de faire le plein à côté ont entendu les coups de feu, vite ils se dirigent et ils s'aperçoivent que leurs 2 potes sont par terre. On a Sharif qui reste avec le cousin de Kane en disant qu'il ne pouvait pas rester là tout seul, même s'il est mort. Et on voit O-Dog qui s'en fout. O-Dog, il dit, c'est bon, il est mort. parce que surtout, O-Dog, il voit que son pote est en train de canner et qu'il faut vite l'amener à l'hosto. Donc, ils partent tous à toute blinde dans la bagnole, amener Kane dans l'hôpital. Et ellipse de temps, on voit Kane qui est sauvé, mais qui a été shooté pour la première fois de sa vie, quoi. J'ai relevé le fait que O-Dog, il ait dit ça parce que pour lui, c'est factuel, quoi. Le cousin de Kane est mort. Il est mort, quoi.
c'est la vie, quoi. C'est assez normal. C'est la vie de cette ville-là. Voilà. C'est la vie de cette situation. Et donc ils partent à l'hosto, cet environnement. Dans une scène bien qui envoie un peu. Ouais, la scène elle est rythmée, caméra au point, ça bouge dans tous les sens, il y a du sang, c'est assez violent. Donc on voit vraiment la panique dans ses yeux, dans une situation dans laquelle il n'a jamais été. C'est ça. Et tu vois que à ce moment il est tout petit, tu vois. Le gangster du quartier, tout d'un coup, il est vraiment petit, quoi. Ouais, mais ce qui est assez marrant, c'est que sous ces allures, tous de mecs badass, qui ont peur de rien, qui en ont vu de toutes les couleurs, ils sont complètement affolés quand ils débarquent dans l'hôpital, justement parce qu'ils ont un des leurs qui est en train de passer l'arme à gauche. Et tu vois que tous, ils sont en panique totale. O-Dog, lui, il sait plus quoi faire. Et Wax, il est en train de gueuler sur les infirmières pour qu'on aide son pote. Mais voilà, on sent qu'il y a un gros moment de stress et qu'en fait, ils sont humains après tout. Ils ont peur et il y a tout qui lâche. Ce qui est assez marrant aussi dans cette scène, marrant, c'est pas le mot, mais les mecs qui braquent la voiture du cousin de Kane, c'est aussi des blacks. Donc il n'y a pas une communauté plus agressive qu'une autre. Tout le monde est violent dans ce quartier. C'est pas les méchants blancs contre les noirs, c'est pas les Mexicains, c'est pas... Ouais, mais ça traite quand même plus des problèmes systémiques qu'il y a dans la relation blanc-noir quand même, quoi. Oui, tout à fait. On est quand même concentré sur leurs problèmes systémiques. On est tout à fait d'accord. On est tout à fait d'accord. Surtout après avec les violences policières qu'on verra plus tard. C'est ça. Et justement le fait que un gang hispanique vient les aider. Tout à fait. Parce que justement ils se sont fait défoncer par les flics. Il y a ce truc où en fait personne n'est gentil en fait dans le film. Je te dirais même que personne n'est méchant non plus, quoi. Non, et c'est exactement ça. C'est exactement le mot. Il n'y a pas ni de bon ni de mauvais. En fait, tout le monde est la victime de cette situation. Donc, je parlais de libre arbitre tout à l'heure. Ouais. Et moi, j'ai une vision sur le libre arbitre qui est assez radicale. C'est-à-dire que pour moi, il n'y en a pas. Et que tout le monde est innocent. Je pense que tout le monde, dans toute situation, est assez innocent dans les choix qu'il prend. Et c'est un des thèmes du film, le fait de savoir quel choix on fait, et notamment Kane. Mais pour moi, toutes les actions qu'on peut juger comme mauvaises dans le film, elles ont une racine systémique. C'est-à-dire que c'est pas eux, tu vois. Eux, c'est toujours c'est toujours des enfants, quoi. Et je parle de eux comme je peux parler de nous, tu vois. Je crois qu'on est tous un peu des enfants et tous on fait ce qu'on peut dans ce bas monde, tu vois. Eux, ils ont été mis dans un quartier de merde, dans un quartier très difficile. On leur a montré des guns quand ils avaient 5 ans. Ils ont vu leur père tuer des gens devant eux. Ils ont vu leur mère se piquer. Ils ont vu des trucs que, par exemple, nous, on ne peut pas vraiment imaginer. Et comment est-ce qu'on leur jette la pierre quand ils ont 20 ans et qu'ils tuent des mecs, tu vois, c'est compliqué. Alors, c'est sûr qu'il y a une notion de responsabilité, de culpabilité qui est il y a une ligne qui est vachement dure à peindre, quoi. Et moi, quand je regarde ce film, ça m'a parlé sur ce débat-là. C'est-à-dire que moi, vraiment, je pense que tout le monde est innocent. C'est triste, c'est comme s'il n'y avait pas de solution, en fait. Mais c'est ça. C'est exactement ça. T'as des pensées là-dessus ou particulières? Moi, c'est quelque chose auquel je pense souvent. C'est quelque chose sur lequel j'ai déjà écrit. Ça me passionne particulièrement de connaître la ligne entre l'innocence et la culpabilité. Et c'est vrai que j'ai une vision très radicale là-dessus, quoi. Et après, c'est difficilement applicable dans la vie de tous les jours. Tu vois, quand il y a quelqu'un qui vient s'il y a quelqu'un qui vient et qui tue ton chien, t'as pas envie de dire ce mec-là, il est innocent, le pauvre. Ça. Tu vois. C'est ça. Et en fait, il y a toujours une notion de responsabilité. Mais je trouve que c'est sympa ce film, comment il traite après, il y a beaucoup de films qui ont fait ça, ont traité les problèmes systémiques. Il y en a un paquet maintenant. Bien sûr. Donc après, c'était assez novateur, je crois, à l'époque, de rentrer dans le quartier. D'ailleurs, c'est un des films qui traite du quartier. Genre, il y a Boys in the Hood et celui-là, qui sont les deux grands majeurs, quoi. Mais ça, je sais pas, mais j'ai vu que celui-ci a eu un accueil critique très favorable. C'est un film qui a été très apprécié à sa sortie, justement parce qu'il dévoilait un peu les problèmes un an plus tôt liés aux émeutes de ce lieu. C'est un point de vue qui est important à prendre, quoi. Et c'est un point de vue que moi j'ai souvent vu parce que j'ai beaucoup écouté de rap. Et que, en fait, ça pour moi, c'est le film qui te donne le visuel du rap. C'est-à-dire que toutes les histoires que tu entends dans le rap, ils te racontent, c'est des mecs comme O-Dog qui sont dans leur grenier en train de rouler des joints et en train de faire de la musique et qui te racontent la vie de leur quartier, quoi. Et toi, t'es là, t'écoutes et t'as l'impression que c'est loin, t'as l'impression que c'est un autre univers, quoi. Tu vois, quand ils te parlent de guns et de guerre de clans et tout ça, de guerre de gangs, pardon. Pour nous, c'est assez abstrait comme idée dans notre monde à nous.
Mais parce qu'on n'a pas connu cette racine-là. Voilà, c'est ça. Mais je suis assez d'accord. Alors, tu m'as posé la question tout à l'heure par rapport au libre arbitre. Oui. Moi, je pars du principe que les choix que l'on prend, alors ça va être très compliqué de parler de ce sujet. Rentrons dedans. Les choix que l'on prend à un moment donné sont justement liés à qui nous sommes. À la base. Même si derrière, il y a... alors, le film l'aborde, ce sujet. Le fait justement que son cousin, à Kane, se fasse buter devant ses yeux et que lui ait pris des balles. C'est ce qui va faire qu'un peu plus tard dans le film, il va vouloir se venger. Il partira donc avec O-Dog, armé, retrouver les mecs qui ont buté son cousin, et ils vont les liquider, ils vont les refroidir à une station-service d'ailleurs, encore une fois. Ils vont les buter pour justement assouvir une vengeance. Ce type d'action-là, même si tu as le libre arbitre, qui te permet de faire tout ce qui t'est possible de faire, si à la base, tu n'es pas dans ce truc-là, tu peux toujours péter un câble, tu peux toujours dérailler, tu peux toujours partir très très loin. C'est un peu ce que fait Kane. Mais comme tu disais, par rapport à O-Dog, il est comme ça. Lui, les choix qu'il prend sont liés à son éducation, à ce qu'il a connu, à ce qu'il a vécu, à ce qu'il vit. Kane, on voit déjà que peut-être l'éducation de ses grands-parents a fait qu'il a une autre vision il a des influences plus positives. Voilà, du coup, quand lui prend les armes et qu'il va buter ceux qui ont assassiné son cousin, il n'y a pas une rage. Si, il y a de la rage en lui, c'est ce qui va faire qu'il va passer le cap, mais il n'y a pas ce truc au plus profond de lui qui fait qu'il est un assassin. Voilà, c'est de la vengeance, c'est un pétage de câble, oui, mais derrière, il n'y a pas ce truc où il prend pas de plaisir, il n'y va pas franco, c'est une épreuve, c'est douloureux. Bon, au final, le résultat, c'est le même, il a buté quelqu'un. Et chaque interaction, en plus, influence qui il est et qui il devient, quoi. C'est-à-dire que quand O-Dog, je crois que c'est O-Dog qui lui dit alors qu'est-ce qu'on va faire, et lui, il dit on va les buter, bien sûr, tu vois. Et effectivement, s'il n'est pas dans cette situation-là, s'il n'est pas à ce moment-là dans cette pièce avec lui, qui sait ce qui se passerait dans sa tête. C'est exactement Mais ça. c'est justement ce que je dis, c'est que tout le monde est innocent dans le sens où on est tous le produit de notre environnement. Et à tout moment, on est influencé par le fait qu'on ait notre conversation là maintenant, et ben, ça va changer un petit truc en moi qui va faire que peut-être une autre action à moi va changer dans 20 minutes, tu vois. Et l'influence, et donc par exemple la pression des pères, je trouve que c'est le thème le plus intéressant qui ressort de ce film. Tu vois vraiment que lui, il est tiré de part et d'autre et qu'il ne sait pas quoi faire, il ne sait pas quoi choisir. Mais c'est surtout que tu as l'impression qu'il ne sait pas où est sa place finalement. C'est ça. Parce qu'à la suite de cette action, quand il va buter les gars, pendant tout le film, c'est pas un truc qui va embrasser en disant putain, mais en fait, ça me plaît, ou j'ai une envie profonde, ou en fait, le fait que je l'ai fait une fois, ben, je vais le faire encore une deuxième fois, puis encore une, et puis encore une. Il y a un personnage qui est toujours en train de se chercher, de revenir sur le droit chemin, justement parce qu'il y a des personnes autour de lui qui l'influencent. C'est compliqué, et le film justement te montre ça. Le film te montre que oui, l'environnement de départ fait tout le reste. Voilà. En fait, même il scelle quasiment ton avenir. C'est ça. T'as des mecs qui vont pas plus loin que les 18 ans, qui vont pas plus loin que les 30 ans, qui vont se faire abattre dans la rue parce qu'à un moment donné, ils vont traîner là où il faut pas, ils vont faire des actions qu'il faut pas, ils vont tomber sur des mecs qui seront plus barges que eux. Et après, ils seront pas tous forcément pareils à la base, et donc ils vont pas forcément faire les mêmes choses. Non. Mais ça, dans le film, on le voit. On en voit certains qui refusent de prendre une arme. On en voit d'autres qui, eux, ils n'hésitent pas à fracasser les mecs qui n'ont pas assez d'argent pour acheter leur cam parce que justement, il faut leur montrer qui est le boss du coin, quoi. Donc il y a tout ce truc-là qui est très très compliqué, et c'est des sujets qui sont pas évidents à aborder, et c'est des sujets malheureusement où il n'y a pas vraiment de solution. La solution, je pense que l'une des premières solutions, c'est justement ça, c'est le système. Il faudrait le réviser, et c'est ce qui est le plus compliqué, quoi. C'est d'ailleurs un sujet qui ressort dans un film que j'ai vu il y a pas longtemps qui s'appelle Les Misérables, de 2019. Exact, qui est un super film. Si vous n'avez pas vu ce film français, il est vraiment excellent. De Lajli. C'est Lajli, qui est issu du collectif Courtrajmé. Et c'est un super film. Qui transpose les mêmes problèmes systémiques à notre environnement à nous. C'est ça, en France, en l'occurrence Paris. À Paris. C'est ça. C'est un film dur, c'est un film violent. Mais excellemment bien fait, quoi. Et qui en raconte beaucoup aussi. Ok. Est-ce qu'on continue un peu dans le film? On peut. En fait, tout le film, il est ponctué de plein de petits moments comme ça. Donc, on a Kane et O-Dog qui vont buter les gars qui ont buté son cousin. Voilà. À plusieurs reprises, on a des moments qui sont violents, qui sont justement
visuellement où ça flingue, où il y a des mecs qui tombent par terre, où il y a du sang. On a des moments où c'est plus la rigolade entre une bande de potes, avec des gens qui squattent dans une baraque, qui fument des joints, qui regardent la télé. À plusieurs reprises, on voit que Hot Dog montre à ses collègues la cassette de vidéosurveillance dans la supérette, là où il a buté le couple d'Asiatiques. Pour lui, c'est comme un trophée. Il montre ça à ses potes pour justement leur dire vous avez vu qui je suis, j'ai peur de rien, j'ai peur de personne. On a l'impression que ce mec essaie d'avoir du crédit auprès des autres, et ça, c'est pour lui une manière d'en avoir. Et à chaque fois qu'il montre la vidéo à plein de gars, tout le monde dit waouh, mec, ce que t'as fait, c'est un truc de fou. Donc, quelque part, ça le galvanise. Lui, c'est un peu aussi, c'est ce qu'il est, mais c'est aussi ce qu'il cherche à exister à travers ces trucs-là. Alors que Kane, à plusieurs moments dans le film, il dit tu devrais la jeter, cette cassette, tu devrais t'en débarrasser, ça va sûrement te poser des problèmes un jour. C'est ce qui va arriver d'ailleurs à un moment donné. Et on a d'autres persos qui disent ouais, tu m'en fais une copie, comme ça je la regarde. Ça aussi, ça va avoir aussi une influence, ce truc-là. Oui, d'ailleurs, il lui dit je suis prêt à te l'acheter, je te la vends $59,95. Il y a toujours une notion de business aussi derrière. Ça aussi, le pognon, le billet vert, c'est un truc qui revient tout le temps, à longueur de temps dans le film. Encore un problème systémique. Voilà, exactement. Mais de toute façon, tous les problèmes viennent de là. On a aussi, à un moment donné, un blanc qui va dans ce quartier pour aller voir un gars en lui demandant d'aller voler une bagnole. On comprend que en fait, lui, il fait du deal. Il récupère des bagnoles volées pour les revendre sûrement. Et justement, il fait faire la sale besogne aux mecs des quartiers qui n'hésitent pas à le faire contre du pognon, une fois de plus. Et donc, on a notre Kane et notre Hot Dog qui partent dans un garage pour voler une certaine bagnole. Malheureusement, quand ils sortent du parking, ils se font choper par les flics. En tout cas, les flics leur tombent dessus. S'ensuit une petite course-poursuite dans le parking et malheureusement, les chiens sont lâchés et ils se font choper par la police. Et c'est là qu'on apprend, direction le poste. Et c'est là qu'on apprend que Kane est plus vieux d'1 an que Hot Dog et que du coup, à la suite de ça, lui, il va aller en tôle. Pas pendant très très longtemps, puisque justement, comme il n'avait aucun antécédent, il sera relâché très rapidement. Mais que Hot Dog, étant donné qu'il est mineur, lui, il passe juste par la case, on va dire, remontrance, tirage d'oreille, et puis rien de plus. Et on voit d'ailleurs Kane, il est en prison, et il dit il y a des gens à qui ça va d'être en prison, mais moi, c'est pas mon truc. Quoi. C'est ça. Et donc, justement, ça montre qu'il est un peu différent. Quoi. C'est ça. La vie de quartier, tout ça, il a quand même une envie d'en sortir. Donc, il se retrouve dans le commissariat et il se rend compte que ses empreintes sont les mêmes que la bouteille de bière qu'il y avait dans la supérette. Voilà, dans la supérette du début. Et donc, à ce moment-là, arrive notre ami Bill Duke dans une scène. On va s'attarder un petit peu sur cette scène. C'est une scène qui est belle. Donc, on a Kane qui est tout seul dans une espèce de longue salle d'interrogatoire à un bout d'une table, dans une salle qui est tout dans la pénombre, mais avec derrière la porte vitrée, une espèce de lumière bleue qui tape, et de l'autre côté du mur, il y a 2 pans de fenêtres où il y a une lumière rouge très très vive qui en sort. Donc on a 2 lumières, bleu, rouge, bien le mal. Et pendant toute la scène, on a la caméra qui tourne autour de cette table. On a l'entrée de Bill Duke qui arrive. Donc Bill Duke est un inspecteur de police. Il arrive, le mec il est toujours classe, il a une dégaine pas possible, il a une démarche qui déchire. Il s'assoit et il commence à interroger Kane de manière un peu musclée, en lui posant plein de questions sur justement l'heure à laquelle ils sont arrivés. C'est ça, à quelle heure vous êtes arrivé à 23h15, c'est ça, et il s'arrête pas de lui poser des questions. L'autre, à un moment donné, on voit qu'il commence à être un peu perdu. Il bafouille complètement. C'est ça, le mouvement de cam aidant à la compréhension de cette situation-là. Le tourment dans sa tête. Ouais, voilà, lui, il contrôle rien du tout et ça devient compliqué pour lui de répondre justement. C'est ça, il est dans le mixeur, exactement. En plus, quand t'as Bill Duke en face de toi, t'as peur. Et Bill Duke commence à reposer des questions, mais c'est plus la même heure, c'est minuit 15, et l'autre il dit c'était minuit 15, et en lui disant, tu vois que t'es dans la merde. Voilà, tu sais même plus ce que t'es en train de dire, je suis en train de t'avoir, donc là on sent que Ken c'est foutu pour lui. Mais voilà, la scène montre justement ce tourment qu'il y a dans sa tête. Et la fragilité aussi. Ouais, c'est ça. Disons qu'il y en a qui se mettraient pas dans cette situation-là. Ils diraient j'en ai rien à carrer moi de ce que tu racontes, ils fermeraient leur gueule ou quoi. Et Kane, lui, il bafouille. C'est ça. À la fin, t'as l'impression presque qu'il va pleurer, quoi. Ouais, mais c'est ça. Ouais. Alors lui, il est accusé donc de double homicide, du coup, ou en tout cas de complicité de double homicide, parce que c'est pas lui qui a tué. Ça, en tout cas, on le sait pas. Il y a pas de
caméras qui ont filmé. En tout cas, la cassette n'a pas été retrouvée. Bill Duke, lui, il pose des questions. Et justement, ce mouvement de caméra qui tourne, en plus de montrer la confusion du personnage de Kane, on a aussi à chaque fois l'éclairage du coup qui varie, bleu, rouge, jusqu'à un moment donné à ne plus savoir qui finalement, pendant l'interrogatoire, est le gentil ou le méchant, qui est la victime, qui est le bourreau. Enfin, la victime, finalement, oui... c'est Kane à ce moment-là. Celui qui persécute, c'est le flic pour les bonnes raisons, mais de manière assez négative. Voilà, il y a une confusion aussi à ce niveau-là. Finalement, encore une fois, dans le film, qui est le gentil, qui est le méchant, il y en a C'est très bien foutu parce que tu commences à avoir de la peine pour Kane, quoi, qui a quand même aidé dans un homicide. Quoi, mais il n'a pas aidé dans un homicide. Lui, il a malheureusement subi cet homicide. Il a subi cette complicité d'homicide. Oui, on a de la peine aussi pour ce mec parce qu'on sait que lui, il y est pour rien, que c'est pas lui et que. Oui, il a quand même sa part de responsabilité. On est d'accord. Mais contrairement à ce que je disais tout à l'heure, que tout le monde est innocent. Ouais, mais c'est ça aussi. Dans cette scène, on comprend très clairement qu'il n'y a pas de gentil, il n'y a pas de méchant. Là, on a un mec qui essaye de sauver sa peau, on a un mec qui essaye de résoudre un cas d'homicide. Sauf que le mec qui est là pour faire régner la justice, il prend un chemin qui n'est pas spécialement cool. L'autre le subit, donc il y a un inversement des rôles aussi. C'est classique, mais ça marche bien. C'est une des scènes qui révèle un petit peu plus que la simple histoire qu'elle raconte. Tout à fait. Qui véhicule en tout cas d'autres idées. En tout cas, il sort vite de prison. Il sort vite de prison, heureusement pour lui. Et là, il retourne dans son quartier. Avec donc la même routine qui revient. Voilà. On revoit Ronnie avec son gamin Anthony, son petit moment à lui d'oxygène. En tout cas, l'endroit où il est bien, l'endroit où ça se passe très bien. On a à côté Hot Dog qui fait connerie sur connerie, ça deal. Mais même Kane, il rentre quand même dans un mode où ça y est, là, il veut prendre à deux mains la vie de quartier et son image de boss, un peu quand même. Alors oui. C'est à ce moment-là tu le vois qu'il commence à faire du crack et à vendre à tire-larigot. Il prend sa nouvelle voiture, il braque un mec comme ça juste pour avoir ses jantes. C'est ça. On a effectivement un mec qui dépasse la limite. Et ça contraste de plus en plus, en fait. Il monte d'un côté, mais il redescend de l'autre. C'est ça. Voilà, il est de plus en plus proche de Ronnie, mais en même temps, il fait de plus en plus de conneries. Quoi. Mais pas des conneries pour être négatif, c'est juste parce qu'à un moment donné, il faut du fric. Et alors oui, effectivement, le fait qu'il braque le gars, qu'il lui pique ses bagous, ses chaînes... c'est gratos, en vrai. C'est exact, c'est ça, c'est gratuit. Pareil, à un moment donné, il va accoster une fille avec sa nouvelle bagnole, il la force un peu, mais en fait, au final... ça va, il le fait gentiment, il le fait méchamment. Même la fille, on comprend qu'elle est plutôt bien avec lui, puisque on verra par la suite qu'il s'est passé beaucoup de choses entre eux. Mais ouais, on n'a pas un mec qui fait ça pour devenir le boss du quartier. Il fait ça parce qu'encore une fois, c'est son environnement qui fait que. Et je crois que donc, c'est à ce moment-là que des choix vont se présenter à lui. C'est-à-dire, il y a Sharif et un autre gars qui vont partir à Atlanta. Mais juste avant ça, il y a l'introduction du prof. Ouais, exact. Ouais. Ils sont en train de faire un pique-nique. Un barbecue. Oui. Ils font un barbecue. Qui a l'air très, très bon, d'ailleurs. Ouais, et puis, ça encore une fois, un moment de convivialité dans lequel sont conviés tout le monde. Et là, on voit que, justement, cette communauté prend soin les uns des autres. On y voit tout le monde du quartier qui débarque, qui mangent tous ensemble, tous autour d'une table, même des mecs qu'on n'a jamais rencontrés, notamment un prof, Mr. Butler, qui est le père de Sharif, Butler qui est interprété par Charles Dutton justement, qui arrive en disant que lui aussi quand il était jeune il a fait des conneries, qu'il fumait des joints tout ça, mais que ça l'a pas empêché à un moment donné de se mettre sur les rails et que c'est ça qu'il faut faire justement parce que mine de rien c'est la meilleure manière d'appréhender une bonne vie finalement, c'est de se ranger et à un moment donné de prendre ses responsabilités, de pas se mettre constamment en danger, danger les autres, c'est surtout ça. Donc il dit aussi à Kane de continuer ses études quoi. Yes, il l'invite même dans la classe. Ouais. C'est à ce moment-là, je crois qu'il lui dit qu'il va partir au Kansas, Sharif. Sharif, c'est possible, oui. Et qu'il l'invite à le rejoindre. À faire de même. Parce que justement, il n'y a rien de bon pour eux ici, qu'il vaut mieux partir pour recommencer quelque chose. Voilà. Et en parallèle, on a Ronnie qui va lui demander de venir avec elle à Atlanta. C'est ça, parce qu'elle, elle a trouvé du boulot. Et donc, elle aussi, c'est le meilleur moyen de recommencer une nouvelle vie avec son fils, loin de ce quartier, loin de l'influence qu'elle a de son ex-mari, même s'il n'y a aucune influence, mais voilà, il y a quand même un poids sur ses épaules. Donc au moins repartir à Atlanta pour recommencer tout à zéro, c'est ce qui lui semble être le meilleur choix à faire, le meilleur choix à prendre. Il y a une autre scène un petit peu violente. On a Kane et Sharif qui sont tous les deux, alors je sais plus où exactement,
et qui à un moment donné se font ramasser par des flics dans une bagnole. Et là, c'est violence gratuite. On a les flics qui fracassent à coups de matraque sur la banquette arrière de la bagnole, Sharif et Kane. Il les amène, la voix off de Kane nous dit que justement, en plus de se faire rincer par les flics, qui se défoulent librement sur eux, il les amène dans le quartier du gang adverse, des Hispaniques, et il les lâche en plein milieu d'une ruelle. Et là, on voit les mecs qui débarquent. Je te dis, ils vont les tordre. Ouais, voilà, dans un style tout autre. Et au moment, effectivement, où on se dit ça va partir en vrille, la voix off, dans un cut d'image, nous fait comprendre qu'en fait, comme ils ont vu les flics les larguer, ils les ont amenés à l'hosto. Ouais. Et qu'au final, il n'y a rien eu de plus. Sacré style, ces hispaniques d'ailleurs. Ouais. Il y en a un avec son pantalon plus haut que le nombril et ses bretelles, là, il est magique. D'ailleurs, je sais pas si tu as remarqué, mais dans les mecs qui débarquent, il y a Clifton Collins qui est avec eux. Et Clifton Collins, tu le connais, c'est le personnage de César dans 187 Code Meurtre. D'accord. Avec Samuel L. Jackson également. Celui qui fait la scène finale avec lui. Celui qui fait la scène finale avec lui. Et qui fait tout le reste du film d'ailleurs. Donc ouais, encore un film qui montre des problèmes. Je ne l'ai pas reconnu, effectivement. Ouais, il est vraiment, on le voit dans la pénombre, mais je l'ai vu, c'est lui, c'est pas lui. Et après j'ai regardé dans le générique, j'ai dit, ouais, effectivement, c'est bien lui. Vu. Bravo. Donc ouais. Juste après la scène avec notre gang, avec le gang hispanique, on a pendant une scène où ils sont tous dehors, donc le groupe de persos qu'on voit depuis le début du film, Kane et Hot-Dog sont en train de parler et on voit un mec qu'on n'a jamais vu qui débarque et qui va directement voir Kane en lui disant je suis le cousin j'ai oublié le nom de ce personnage. Je me rappelle plus non plus. De la fille qu'il a draguée dans la voiture. Voilà, c'est ça. Qui, au préalable, l'a appelé pour lui dire qu'elle était enceinte. De lui. Voilà. Et Kane a dit, ouais, c'est bon, arrête tes conneries. Moi, j'ai juste fait ça, on s'en fout. Je me suis protégé, tu racontes n'importe quoi. Et en fait, non, je suis vraiment enceinte, t'as qu'à te démerder, moi, ça m'intéresse pas. Crac, il raccroche. Et donc, on a l'introduction de ce personnage-là qui arrive, qui lui annonce qu'il est son cousin et qu'il n'a pas à lui parler comme ça et que ce qu'il a fait, c'est pas bien et qu'il faut qu'il prenne ses responsabilités. Et là, dans un moment, tout ce qu'il y a de plus naturel, Kane le fracasse. Il le détruit. Coup de poing, coup de pied, le met par terre, le rue de coups, le laissant complètement esquinté par terre. Son grand-père qui sort. Ouais, exact. Son grand-père sort pour arrêter tout ça, lui demande de rentrer à la maison et lui dit dans un sermon, une fois de plus, très religieux, en lui citant la Bible, en lui disant qu'il ne veut plus qu'il vive sous son toit. Et donc, il le chasse de chez eux parce qu'il ne mérite pas de vivre ici. Ce qui fait de la peine à la grand-mère. On comprend que ça fait un peu de la peine aussi au grand-père, mais que voilà, il a dépassé les bornes. Nouveau contraste parce qu'on a vu Kane qui fracasse un mec il y a 2 secondes en mode gangster. C'est ça. Et quand son grand-père il lui dit ça, on dirait un petit garçon qui vient de tout perdre. C'est exactement ça. Donc ouais, c'est une scène importante et qui va faire écho avec une autre scène un peu plus tard où on se retrouve dans la maison de Ronnie qui a annoncé, j'imagine, à tout le monde qu'elle allait partir et justement avant son départ, elle fait une petite fête en invitant tout le monde, notamment Kane. Et dans la maison, ça fume, ça boit. Le gamin, donc le petit Anthony, est censé dormir. De temps en temps, il sort, il voit un peu les autres qui sont à côté, qui font la fête. Il demande à boire une bière. Voilà, exact. En plus, c'est exactement ça. Il demande, ouais, moi je veux boire une bière. Sa mère l'engueule, le ramène dans sa chambre. Kane l'accompagne. Et dans un moment de discussion très intime, tous les deux, il se passe ce qui doit se passer. Il emballe. Elle se laisse emballer, ou l'inverse, et s'ensuit donc la scène de love entre les deux persos. Tout se passe très bien, tout est en train de s'arranger pour Kane, il va partir à Atlanta avec la femme qu'il aime, et c'est très bien. Sauf que, une fois leurs affaires terminées, on se retrouve dans le salon, tout le monde rigole, tout le monde se marre, et... Il y a Chauncey. Voilà. Qui a un coup dans le nez et qui la plotte un peu, qui se lève et qui dit à Ronnie qu'elle est bien, qu'elle est belle, que lui ça l'intéresse et effectivement il a un peu les mains baladeuses le gars quoi. Et ça plaît pas trop à Kane. Sort son flingue, il enlève les balles, il lui tape dessus, il lui tape sur la gueule avec un le coup flingue. De crosse. Il le dévisage, il le défigure littéralement. Il explose la tête, quoi. Dans un bon moment de rage, même ses potes autour de lui n'arrivent pas à le calmer. Finalement, il s'arrête. Ronnie, on voit que ça lui fait quelque chose de voir justement une autre facette du mec qu'elle aime.
C'est peut-être un peu compliqué du coup à ce niveau-là, mais bon, maintenant c'est fait, c'est fait. On enchaîne après sur une autre scène où on voit Chauncey qui est chez lui avec un pote à lui et qui dit que ça c'est un truc qui passe pas. Ils vont le payer. Et qui va le payer, va le payer très très cher. Et au même moment, plus ou moins, lui il apprend que Kane il a aussi démonté la gueule d'un autre gars et que du coup l'union fait la force. Donc voilà, si je peux me faire un ami dans cette situation, je vais y aller avec lui quoi. Et c'est là je crois qu'on peut partir dans la scène de la prison où ils vont voir Pernell. Ouais. Ils arrivent tous les deux et elle très énervée, elle lui décroche pratiquement pas de mots quoi. On voit quelqu'un qui est alors soumise, c'est pas le mot, mais ouais Pernell a une emprise sur elle indirectement. Mais elle lui en veut beaucoup, quoi. Oui, parce que derrière, elle se retrouve toute seule avec un gamin à élever. Justement, au niveau boulot, c'est pas top. Il faut qu'elle s'occupe de tout. On comprend par son jeune âge que c'est quelqu'un qui n'a pas pu aller très très loin dans les études, que c'est quelqu'un qui a dû à un moment donné endosser le rôle de parent à elle toute seule, et de voir son mari, en tout cas le père du gamin, derrière les barreaux à perpétuité, elle a autre chose à faire que de venir le voir. Elle lui dit 2 mots, et après elle s'en va. Ouais. Et elle laisse Kane parler à Pernell. C'est ça. Donc Pernell qui est son mentor, quoi. Et qui vient d'avoir des relations avec sa femme. C'est ça. Voilà. Donc on a un Kane qui emmène pas large. Ouais. Qui le regarde pas dans les yeux. Des petits yeux de petits toutous. Ouais. Et on voit en face un Pernell qui a compris. Ouais, qui a très bien compris. Le mec qui comprend que, ok, bon Et là, je sais pas toi, mais moi je me suis dit, ça va partir en couille complet. Ouais, exactement. Et en fait, on voit quelqu'un qui a, dans ses années de prison, a changé et a trouvé une certaine sagesse. Quoi. Ouais. Et donc, il lui donne son aval. Ouais. Il lui dit, va avec elle, je vois le bien que tu lui fais. Et c'est une belle scène. Ouais. Surprenante, quoi. C'est intelligent de montrer ça et pas de montrer une surenchère de pétage de durite. De violence, ouais. Parce que justement, on voit derrière les barreaux un mec, comme tu l'as dit, alors peut-être qu'il atteint une sagesse, surtout quelqu'un qui a compris la fatalité de sa vie. Ouais. Lui, il n'en sortira plus. Il le dit à un moment donné à Kane, la position qu'il a actuellement empêche de prendre soin de Ronnie et de son gamin, qu'il ne verra jamais grandir, qu'il peut rien faire à partir d'ici, et que pour lui, c'est trop tard. C'est un truc il a gâché sa vie, et qui peut plus revenir en arrière. La seule chose qu'il peut souhaiter justement à Ronnie, c'est de trouver quelqu'un de bien, et de refaire sa vie. Et ça, finalement, il le confie à une des seules personnes en qui il a le plus confiance, et en qui il voit qu'il y a potentiellement du bon. Donc il encourage. Il a quand même une bienveillance pour les gens qu'il aime, quoi. Ouais, c'est ça. Malgré ses erreurs, malgré ses conneries, il a quand même une certaine bienveillance qui va quand même assez loin, quoi. Parce que donner l'aval à quelqu'un que tu as pratiquement élevé pour qu'il prenne sa place dans le foyer, c'est quand même très très fort, quoi. Ouais. Et on voit à ce moment-là Kane qui le regarde, qui relève les yeux, qui voit son mentor qui lui dit vas-y mon petit, prends ta vie à deux mains. Et on le voit pleurer, quoi. Ouais. Et c'est une belle scène. Ouais. Et donc on en arrive à la fameuse scène finale. Yes. Donc il a décidé de partir à Atlanta. Ouais. Donc ils sont en train de déménager, en train de vider la maison de Ronnie. Ouais. Dans la joie et la bonne humeur. Ouais. Ça se passe bien, c'est cool. Il y a tout le monde. Il y a Sharif, il y a O'Dog, il y a Awax aussi. Il y a Clyde également. Il y a tous les mecs qu'on a vus depuis le début. Il y a le petit Anthony. Il y a le petit Anthony en train de faire du tricycle. Ouais, avec un nouveau tricycle que Kane lui a acheté. Tout neuf. Il est encore plus bling bling celui-là. Ouais. Donc à ce moment-là, on a Ronnie et Awax qui sont à l'intérieur. Ouais. Et tous les autres sont à l'extérieur. Et donc il y a un petit drive-by. Les mecs arrivent en voiture. Ouais. Donc le cousin de Stacy, je crois que c'est. Ouais, je sais pas comment elle s'appelle. Excusez-nous pour ça. Ouais, c'est un personnage qui est anecdotique, qui a son importance dans l'histoire, mais qu'on voit pas beaucoup. Il y a Chauncey, et ils arrivent, ils sortent leurs flingues, et ils dézinguent tout le monde. Tout le monde. Notamment Kane qui se prend, allez, on va dire 5-6 balles dans le corps. Énormément. Et qui fait tout ce qu'il peut pour protéger Anthony, qui ressort indemne. C'est ça. Sharif aussi, il crève sur le coup. Ouais. Et donc Awax, il essaye de protéger Ronnie à l'intérieur de la maison pour pas qu'elle se prenne une balle perdue. Et voilà, une fois que c'est fini, elle sort. Ils sortent ensemble. Ouais. O'Dog aussi, il est à l'intérieur. Ouais. Ronnie, elle retrouve Anthony. Dans les bras de Kane. Tout à fait. Et voilà, c'est la fin de Kane, quoi. C'est ça. Dans une voix, toujours dans sa voix off,
en disant que c'était une fin inévitable, malheureusement. Tous les chemins ont amené à cette fin-là. Et les actes ont des conséquences. Exactement. La violence engendre la violence. À un moment donné, il faut le payer. Ouais. Et voilà, fin du film. C'est ça. Donc, bon moment. Un bon moment dans le sens où c'est le film, on se met derrière, c'est un roller coaster. Ouais. On s'assoit et on se laisse aller tranquillement. On suit une histoire avec tout ce qu'elle implique comme sujet de société, sujet dur, d'images violentes, de ce que l'on peut en tirer aussi en disant est-ce que c'est bien fait pour eux? Est-ce que ce sont des victimes? Est-ce qu'ils auraient dû choisir à un moment donné une autre solution, une autre voie? Et rien que c'est intéressant d'avoir un œil dans ce qui se passe dans ces quartiers-là, quoi. Un œil qu'on n'a pas d'habitude. Et là, c'est quand même, je pense, assez bien fait. C'est assez réaliste, quoi. Alors, je dirais pas que c'est réaliste, ça se voit que c'est un film. Il y a des films et des séries qui montrent ça de manière presque plus, soit dans le style documentaire, soit dans le style stylé, en fait, moins stylisé, on va dire. Ouais, on va dire ça comme ça. Enfin, du moins, le style accentue le fait que ça pourrait être bien plus réel. En tout cas, c'est un film des années 90 qui traite un sujet. Je le mets plus ou moins dans la même case que 187 Codes Meurtre. Quand bien même 187 Codes Meurtre est plus romancé. Là, on a vraiment une situation d'un quartier avec plein de scènes différentes qui amènent... Ça semble un peu cliché aujourd'hui. De regarder un film comme ça. Ce film et l'histoire qu'il raconte semble carrément. Un peu cliché, quoi. Ouais, mais derrière, c'est tellement... après, je peux pas juger. Encore une fois, on ne connaît pas cet univers-là. Ouais. Après, je dis cliché aujourd'hui parce qu'il y a eu plein de films qui ont traité de la même chose. Voilà, quoi. Et on a eu des American Historics depuis. On a eu plein de choses qui ont abordé des sujets plus ou moins, en tout cas, qui vont dans ce sens-là. Ouais. Mais en tout cas, c'est un monument dans cet aspect-là, quoi. Ouais, il a marqué son temps, il a marqué les esprits, il y a eu des retours. Il a été prôné par les gens de quartier, quoi. Ouais. Ils se sont reconnus dans le film et ils ont dit, enfin, on nous met au cinéma, quoi. Et ça, c'est bien. Ouais. Positif dans ce sens-là. C'est ça. J'en ai tiré en tout cas aussi une leçon, c'est qu'on a tous besoin de faire nos erreurs, quoi. Et ça, c'est un truc que la vie m'a souvent appris. C'est que on a beau te dire ce que tu dois faire, parce que les gens qui ont de l'expérience derrière, ils te parlent et ils essayent de t'influencer d'une certaine façon. Et quelque part, je pense qu'on a tous besoin de faire nos erreurs. Et sauf qu'il y a des erreurs qui sont beaucoup plus coûteuses que d'autres. C'est ça. C'est-à-dire qu'il y en a qui laissent la vie, et il y en a où l'erreur est assez minime, et donc ils peuvent s'en relever. Tout le monde doit faire ses erreurs, quoi. Et c'est justement ça qui est intéressant quand on rencontre le personnage de Purnell quand il est en prison, justement, quand on a Ronnie qui va lui parler pour la dernière fois, puisque c'est ce qu'il essaie de faire comprendre finalement à Kane, c'est que lui, il peut pas faire machine arrière. Et là où il est, malheureusement, il est obligé de le payer. Et c'est peut-être ça aussi qui le fait réfléchir différemment. Carrément. Il a joué un jeu dans lequel il a perdu beaucoup. En tout cas, il a perdu le contrôle, quoi. Mais ouais, et surtout, il a perdu peut-être la plus belle chose qu'il pouvait avoir, c'est-à-dire femme et enfant, aimant. Voilà, c'est et ça. Ça, finalement, il pourra jamais les revoir. Quand je parlais de contrôle, c'est contrôle sur sa vie, quoi. Oui, il ne peut plus rien décider dans sa vie. Exactement. Donc il n'a plus d'influence du tout, quoi. C'est ça. Ouais, c'était un film que j'ai aimé revoir. 2-3 anecdotes. Ouais. Il y a Tupac Shakur qui devait jouer Sharif à la base. Ok. Donc il était sur le tournage au début. Ok. Mais ça s'est mal passé, notamment avec Allen Hughes, un des deux frères réalisateurs. Ouais. Ça en est venu aux mains. D'accord. Entre eux. Et Tupac Shakur, il y a eu un procès, il a même été inculpé pour coups et blessures sur Allen Hughes, quoi. Ok, d'accord. Parce que Tupac n'était pas un gentil. Tupac était chaud. Et dans la scène où on voit Kane faire du crack, où il brûle tout le liquide et tout, et après il le coupe. Exact, dans laquelle en plus il dit qu'il a appris quand il était gamin. Ouais. Justement, voir son père qui faisait ça. C'est ça. Il en a tiré quelques leçons. Il y a des étapes qui ont été retirées pour pas qu'on puisse y voir tout le processus. Ok. Sinon, c'était juste un tuto. D'accord. Donc, c'est la production qui a insisté pour raccourcir la scène. Ok. Bon, voilà, ça, c'est les petites anecdotes que j'ai sur le film. Ok. On peut aussi reparler de la scène. On a parlé de la scène de l'interrogatoire, qui est jolie parce qu'elle tourne et ça met en lumière justement le côté, le bien, le mal, le tourment. Le tourment, effectivement, du personnage de Kane. Il y a une autre scène qui n'apporte rien en termes d'émotion, en termes de réflexion, mais qui visuellement est jolie. C'est justement quand Chauncey, après s'être fait rouster par Kane, et que justement ses potes arrivent à le sortir, on les voit d'ailleurs qu'ils le traînent jusqu'à la porte d'entrée de l'immeuble, et en fait tout le plan est filmé dans un travelling latéral, où en fait on a la caméra qui passe derrière les murs,
Et donc on passe de pièce en pièce en suivant Kane au milieu de l'écran qui se fait tirer pour être finalement éjecté de la maison. Ouais. Le plan est super joli. Il raconte rien visuellement, mais ouais. Ils auraient pu en faire un peu plus. Non, je dis pas ça. C'est juste que la scène est belle. Ouais, non, mais je veux dire, dans le film, ils auraient pu tenter plus de choses comme ça. Après, on sait pas. J'ai vu que le budget initial du film était de 3,5 millions de dollars et qu'il en a rapporté 10 fois plus, quasiment 10 fois plus. Il a rapporté 27 millions. C'est énorme. Donc c'est énorme. Je ne sais pas du tout qu'est-ce que ces 3,5 millions ont représenté dans la production. Peut-être effectivement qu'on avait des réalisateurs qui manquaient peut-être un peu de moyens à un moment donné. Peut-être que c'était pas non plus nécessaire. Mais en tout cas, voilà, ces deux scènes sont assez sympas visuellement. Après, pourquoi il n'y en a pas plus, ça je sais pas. Mais en tout cas, voilà, c'était notable. Donc, ouais, il fallait en parler. Très bien. Si jamais vous voulez écouter un morceau de rap qui parle un peu justement de l'influence du quartier et des conséquences sur la vie des jeunes, je conseille un morceau de Immortal Technique qui s'appelle Dance with the Devil, qui est sûrement mon morceau de rap préféré de tous. Ok. C'est juste, c'est poignant quand tu l'écoutes, que tu le comprends, c'est poignant, c'est une histoire racontée, c'est 6 minutes, c'est juste une histoire racontée d'un mec qui monte les échelons dans son quartier. Donc il commence avec de la weed, qui ensuite passe à la cocaïne, et qui a envie d'être respecté par les boss du quartier, quoi. Et qui, à un moment donné, se fait arrêter et balance un peu des potes, donc il perd toute crédibilité, et il veut retrouver cette crédibilité, et c'est à voir jusqu'où il va pour retrouver cette crédibilité. Et c'est un morceau qui m'a fait pleurer, qui, à chaque fois que je l'écoute, il me met les frissons, et voilà, je le conseille. C'est un monument du rap américain, Immortal Technique, new-yorkais, et voilà. Très bien. On peut conclure ce film. Ouais. Et qu'est-ce que tu en réserves pour moi pour la semaine prochaine ? Alors pour le prochain film, on va changer de décor, on va changer... Tu vas m'amener dans quel pays encore ? Ouais, on va changer de pays, on va changer d'époque, on va changer de style, on change de tout. Je te propose de regarder le film La Lettre Inachevée. Je suis incapable de le prononcer dans sa version originale puisque c'est un film soviétique de 1960. Okay. J'en dis pas plus, on en parlera la semaine prochaine. En tout cas, voilà, t'attends pas du tout à voir un truc en mode gangsta rap parce que c'est pas du tout le cas. Mais c'est très bien, on passe d'un sujet à l'autre, c'est parfait. Très bien. Sur ce, merci à tous de nous avoir écoutés. Si vous avez des commentaires ou un petit message à nous faire passer, n'hésitez surtout pas, rejoignez-nous sur les réseaux sociaux ou à l'adresse mail cinémanonyme@gmail.com et on sera, comme toujours, ravis de vous lire. Au prochain épisode, Yannick nous dira ce qu'il a pensé du film La Lettre Inachevée et on proposera un autre dans la foulée. D'ici là, portez-vous bien et à la semaine prochaine. Bye.